On a gagné, on a gagné, on a gagné, oh oh, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Ça s'appelle la situation de l'emploi. Si vous êtes dans cette situation de l'emploi, on ne pourra pas dire, on ne pourra pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait 2 ou 3 recherches de salariés français qui chôment avant de vous proposer un travail. Pour ce qui concerne l'Aquitaine, ces métiers sont technicien de vente à distance, cadre de l'audit et du contrôle comptable, informaticien d'études, informaticien expert, marchandiseur, mécanicien d'engins de chantier et de levage de manutention, opérateur de formage vert, excusez, je vais faire la litanie parce qu'il faut que vous ayez tous les métiers, pilote d'installation de production cimentière, conducteur de machines, façonneur de bois matériaux associés, dessinateur projecteur en électricité, électronique, dessinateur, donc technicien de qualité et de construction mécanique, technicien des industries, installateur, maintenicien en ascenseur, chargé d'études et techniques du BTP, chef de chantier du BTP, conducteur de travaux du BTP. Donc, cet arrêté a fixé pour chacune des régions françaises, oui, à l'époque, bon, jumelé, vous savez que maintenant l'Aquitaine c'est une grande région, mais à l'époque vous avez l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne, dans toutes les régions, vous avez des métiers pour lesquels, si vous avez une proposition d'embauche, on ne vous opposera pas cette fameuse condition de l'embauche préalable d'un Français ou un entretien préalable avec un Français. Maintenant, je passe dans le deuxième cadre qui est celui de l'étudiant qui veut vraiment opposer sa nationalité. Donc la France a conclu beaucoup d'accords. Le droit des étrangers en France, en fait, c'est un droit qui est éclaté. Il y a un code des étrangers, mais il y a des accords avec chacun des pays francophones. Donc selon qu'on est sénégalais, camerounais, ivoirien, la situation n'est pas la même du tout. Voilà. Donc en ce qui concerne donc les Gabonais, je vais commencer par eux. Les métiers d'informatique sont ouverts, informaticien chef de projet, informaticien expert. Les métiers de gestion et administration des entreprises. Les métiers dans le bâtiment, il y en a 2 pour le bâtiment. Les métiers dans la maintenance et des métiers dans les banques et les assurances. Banque et assurance, c'est conseiller en assurance, attaché commercial, rédacteur juridique. Il y en a environ, j'essaie de compter, il y a 9 métiers pour lesquels les Gabonais peuvent, s'ils ont un contrat de travail, opposer donc en disant on n'a pas besoin de rechercher un Français et être dans la liste qui permet de bénéficier d'un titre de séjour salarié plus facilement. En ce qui concerne les Congolais ont un peu plus de métiers, ça va dans le bâtiment, je ne vais pas tout égrener, il y a le commerce, sauf s'il y a des Congolais qui veulent que j'égrène, études et recherches, cadre technique de recherche, gestion et administration des entreprises, informatique, vous voyez que l'informatique revient souvent. Donc ceux qui sont étudiants en informatique, ils ont beaucoup plus de chances au regard des accords qui ont été signés, informaticien d'études, informaticien d'exploitation, ingénieur cadre de l'industrie, maintenance, transport, logistique. Ça c'est pour les Congolais. Les Béninois, en banque et assurance, il y a 3 types de métiers. Je ferai passer les documents comme ça, vous les aurez sous les yeux, sinon ça va faire un peu trop énumération. Bâtiments et travaux publics, gestion, administration des entreprises, hôtellerie, restauration. Donc les Béninois, eux, ils peuvent également postuler dans l'hôtellerie et la restauration, qui, je rappelle, sont des métiers qui sont vraiment lucratifs dans la pratique, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Industrie de process, informatique, maintenance, santé, technicien de l'imagerie médicale. C'est la première fois qu'on a la santé. Donc pour les Béninois, s'ils sont dans le domaine de la santé également, ils ont plus de facilité. Le Cap-Vert, c'est énormément de métiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de Cap-Verdiens finalement. Donc ceux qui immigrent le moins ont des accords plus favorables. Dans le Cap-Vert, c'est quasiment plus de, vous voyez, une feuille recto verso de métiers auxquels ils peuvent postuler. Donc si vous voulez, vous pouvez changer de nationalité, devenir Cap-Verdien. Vous aurez plus de chances, voilà, d'être salarié assez facilement. Je ne vais pas tout lire le Cap-Vert, il y en a tellement. Ça va du commerce, électronique, électricité, informatique, maintenance, transport, travail, restauration, banque, assurance, industrie de process. Alors, maintenant, nous avons l'île Maurice. Là aussi, beaucoup de métiers, plus même que le Cap-Vert. Voilà. Donc, l'île Maurice, c'est 2 pages recto verso de métiers auxquels ils peuvent postuler en France et bénéficier donc d'un titre de séjour
salariés. Le Burkina Faso, également le Burkina Faso, c'est même encore plus. Alors, il faut dire que les Burkinabés font partie de ceux qui rentrent le plus chez eux. Parce que c'est des accords qui ont été négociés en fonction des statistiques. Ils tiennent en fait des statistiques d'étudiants. Sur les étudiants qui arrivent, combien restent en France définitivement? Bon, nous les Camerounais, nous sommes assez nombreux quand même, sont restés. Donc, ce qui fait que nous avons malheureusement les accords les plus défavorables. Donc, les Burkinabés, puisqu'ils rentrent beaucoup, donc ils ont énormément de métiers, à ces 3 pages quand même. Donc là aussi, vous pouvez soit épouser un Burkinabé pour les hommes, ou les femmes épouser un Burkinabé et devenir Burkinabé. Donc, pour les Tunisiens, c'est la même chose, énormément d'accords, beaucoup d'emplois, beaucoup d'emplois auxquels ils peuvent postuler, dont je passe. Pour les Sénégalais, nos amis sénégalais aussi, que je côtoie beaucoup, ont beaucoup d'emplois également, parce que c'est vrai que les Sénégalais sont beaucoup dans l'idée du retour très souvent. Et voilà, et donc on s'arrête là. Donc en ce qui concerne les Camerounais, il faut revenir donc à la règle générale que j'ai indiquée et se reporter à votre région précise pour voir quels sont les métiers qui sont disponibles, que j'ai énumérés pour votre région. Donc ça veut dire qu'en gros, en dehors des métiers qui sont disponibles dans la région et qui sont actualisés, parce qu'il ne faut pas se laisser piéger. L'arrêté que j'ai cité a été pris en 2008. Chaque année, le Pôle emploi actualise les métiers qui sont en tension. Donc votre métier peut ne pas être sur la liste, mais si vous regardez Pôle emploi, vous trouvez qu'il y a des métiers qui deviennent des métiers en tension. Actuellement, malheureusement, avec les attentats qu'il y a eu, la sécurité est devenue un métier où on demande beaucoup d'embauches. Donc du coup, ceux qui bénéficient de contrats dans la sécurité peuvent effectivement bénéficier assez facilement d'un titre de séjour salarié. Ça, c'était le cadre normal, c'est-à-dire lorsque tout va bien. J'ai mon titre de séjour, je finis mes études, je fais un métier qui est en relation avec vraiment ces possibilités d'embauche assez faciles qui permettent d'avoir un titre de séjour salarié et donc j'obtiens un titre de séjour salarié. Mais il y a le cas exceptionnel qui arrive souvent. Il ne faut pas croire que c'est une exception. Moi, j'ai connu des étudiants qui ont perdu malheureusement leur titre de séjour et donc se sont retrouvés en situation irrégulière. Donc je vois le président de la communauté camerounaise qui est arrivé, donc à tout sérieux, tout honneur, je suis obligé de m'interrompre, monsieur le président. Voilà, donc avec l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir en France, le ministre de l'Intérieur, donc Manuel Valls, avait pris, s'il vous plaît, avait pris une circulaire qu'on a appelée la circulaire Valls. C'est une circulaire qu'il a prise afin de permettre la régularisation des personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Cette circulaire-là a beaucoup fait parler parce que j'ai eu des dossiers où j'ai pu notamment permettre à des Africains d'être régularisés. Que prévoyait cette circulaire? Elle prévoyait la possibilité d'obtenir un titre de séjour pour un étranger qui a perdu son titre, qui est sans papier, s'il justifiait avoir un emploi ou être marié ou avoir des enfants scolarisés. Et elle prévoyait donc des conditions assez favorables de régularisation. Mais comme je vous disais en prélude, cette circulaire-là que je vous ferai également passer n'était qu'une circulaire. Et en droit, une circulaire n'a pas de valeur contraignante. Il y a une association qui est très intéressante lorsqu'on se retrouve sans papier qui s'appelle GISTI. GISTI, c'est une association qui combat beaucoup pour les sans-papiers en France depuis plus de 35 ans. Et donc, GISTI avait saisi le Conseil d'État pour reconnaître la valeur contraignante de la circulaire Valls. Malheureusement, le Conseil d'État a décidé par un arrêt du 4 février 2015 que la circulaire Valls ne donnait que des orientations générales, mais pas des lignes directrices. Ça veut dire en gros que la circulaire Valls est morte et enterrée. Donc on ne peut plus se fonder sur la circulaire Valls pour être régularisé aujourd'hui. En revanche, il existe dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers un article très important qui permet ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour.
si l'on justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires. Voilà. Donc c'est très vague, ça peut aller d'un contrat de travail à une situation de santé difficile, mais malheureusement on ne peut plus aujourd'hui, et je le regrette vraiment, soulever ou évoquer la circulaire Valls qui avait permis une régularisation massive de personnes qui étaient en situation irrégulière. Donc il faut donc malheureusement aujourd'hui revenir au code de l'entrée et du séjour des étrangers pour espérer bénéficier d'une régularisation. Je vais maintenant donc prendre mon troisième point, qui était celui des cas particuliers que sont le Sénégal et l'Algérie. Pourquoi j'ai pris ces deux cas? Parce que les accords sénégalais et les accords algériens sont les plus favorables de tous les étudiants, de toutes les nationalités africaines. Ce sont les accords les plus favorables. Pourquoi? L'Algérie, un Algérien, lorsqu'il fait un an en France, dans des conditions qui sont définies, peut bénéficier après la deuxième année d'une carte de résident de 10 ans. C'est le seul cas. Voilà. Un Sénégalais qui est en situation irrégulière peut, en vertu de l'accord franco-sénégalais, bénéficier d'une régularisation s'il a une promesse d'embauche et d'une carte de 10 ans s'il a un contrat de travail en CDI. C'est aussi le seul cas comme ça. Donc, j'ai pris ces deux cas parce que c'est des cas que j'ai été amené à traiter, pour lesquels j'ai pu constater que des fois, les juridictions donc françaises faisaient souvent un refus d'application des conventions parce qu'elles sont trop favorables. Concernant notamment les Algériens, j'ai eu le cas d'une Algérienne qui était mariée à un Français, et donc elle avait un titre de séjour qu'on appelle vie privée et familiale. Son mari est décédé avant 1 an. Donc il est décédé avant qu'elle ne renouvelle son titre de vie privée familiale. Son mari était franco-algérien. Donc il est décédé et moi, quand elle est venue me voir, j'ai sollicité qu'on lui délivre la carte de résident puisqu'elle avait passé 1 an avec un ressortissant français et qu'elle avait donc droit à une carte de 10 ans. La préfecture de la Gironde a refusé de lui donner le titre de séjour en disant que si son mari était français, si son mari était algérien, pour la France, il était français. J'ai saisi le tribunal en disant, mais il était français pour la France, n'empêche qu'il était toujours algérien. Pour ne pas être algérien, il faut répudier la nationalité algérienne. Donc la France, admettant la double nationalité, il était à la fois français et à la fois algérien, donc il avait tout à fait le droit, également son épouse, son veuve, avait le droit de bénéficier des dispositions favorables de l'accord algérien. Donc, nous sommes allés jusqu'à la cour d'appel, et la cour d'appel a malheureusement refusé de me suivre, malgré un avis favorable d'un professeur d'université. Donc elle n'a pas voulu que nous allions plus loin, mais c'est une difficulté à laquelle je voulais vous faire part pour vous dire que même lorsqu'on a des fois toutes les conditions qui sont réunies, il peut arriver que pour des raisons de mauvaise foi, les juridictions ne suivent pas. Les Sénégalais maintenant, c'est un cas sur lequel je travaille en ce moment. J'ai des ressortissants sénégalais qui ont dans les emplois dont je vous ai parlé, notamment dans la plonge, parce que les Sénégalais, lorsqu'on est plongeur, on range dans la fameuse liste pour laquelle on a droit à un titre de séjour. Sauf que la préfecture dit de son côté que oui, ils entrent dans ce cadre, mais je n'ai pas envie d'appliquer la convention sénégalaise parce que j'ai envie d'appliquer le code de l'entrée et séjour des étrangers. Donc le dossier est actuellement devant les juridictions, nous sommes devant le tribunal administratif. J'ai toutes les raisons de penser qu'il devrait être régularisé parce que les accords sont ce qu'ils sont. Vous savez que les accords, ce sont des conventions qui s'imposent en fait aux juges dès lors qu'ils sont ratifiés. Voilà, donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Vous donner ces aspects pratiques. Ces aspects pragmatiques vous permettent, en faisant vos études, de vous orienter vraiment vers les métiers qui vous permettront d'avoir un CDI. Même si vous envisagez de partir, c'est important de ne pas sortir des études et d'avoir ce qu'on appelle la panne sèche. Je connais vraiment des étudiants qui sont sortis et qui, malheureusement, n'ayant pas anticipé cela, se sont retrouvés sans la possibilité, malgré parfois des promesses d'embauche, d'avoir un titre de séjour parce que la préfecture refusait de leur donner. Lorsqu'on est étudiant, on est là pour poursuivre l'œuvre des pères. Un proverbe africain, parce que je les aime bien, dit que lorsque je ne serai plus là, mes enfants combattront pour moi. C'est ça la jeunesse. Nous devons reprendre ce que nos parents nous ont laissé et pour cela, nous devons anticiper les choses et ne pas, pour nous qui sommes africains, décevoir ceux qui ont fait tant de sacrifices, c'est une réalité, pour que nous soyons ici. En réalité, c'est cela. Donc, soyez prévenants,
J'enverrai les documents pour que chacun les ait. Et essayez dans vos études d'anticiper les choses, de ne pas seulement faire des études comme ça, mais de vous dire je suis de telle nationalité, quels sont les métiers qui sont faciles et qui me sont ouverts, je devrais peut-être me réorienter vers cela, et même les parents d'en parler avec les enfants pour qu'après, il n'y ait pas le problème de la transition entre le statut d'étudiant et le statut de salarié. Je vous remercie pour votre attention. Aux jeunes qui sont là, parce qu'on parle du Cameroun, mais nous avons dans la place donc Julien Fouché, tu peux te lever, qui est vraiment un excellent confrère du droit administratif et un grand européaniste. Et nous avons mis en place l'association pour l'unification du droit des affaires en Europe. Il vous dira quelques mots aussi, parce que je vois qu'il y a également des Européens qui sont dans la salle, ça peut être intéressant. Bien sûr, après le président ou après l'intervention, voilà, c'est le chef d'orchestre qui verra. Merci. Bonsoir. Je m'excuse déjà pour ce retard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Salomon Issomba. Je suis le président de la communauté camerounaise de Bordeaux. Et une fois de plus, je dis merci. Merci à la jeunesse, les étudiants et stagiaires camerounais de Bordeaux pour cette belle initiative. Parce que nous savons tous, ici présents, que la fête de la jeunesse est très importante, surtout pour nous. Déjà, moi-même, le président de la communauté camerounaise de Bordeaux, je suis jeune. Donc au Cameroun, ça se passe aujourd'hui, à Bordeaux aussi, et je crois même que c'est la première fois que le 11 février, le jour même de la fête, que quelque chose se passe comme ça. Et déjà, je vous dis félicitations et soyez-en rassurés, au nom de toute la communauté camerounaise de Bordeaux, c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Et comme on dit souvent chez nous, quand le président est là, c'est toute la communauté qui est là. La communauté camerounaise de Bordeaux soutient les jeunes, elle soutient les étudiants. Et un seul mot, continuons ensemble. Merci. Merci, Président. Pour continuer dans les présentations et les messages à la jeunesse, nous allons improviser l'arrivée de Maître Julien Fouché, qui va nous parler du droit européen en corrélation avec le droit africain, rassurez-vous, et apporter beaucoup d'éléments qui pourraient encore mieux meubler les différentes connaissances que nous sommes en train d'acquérir ce soir au cours de cette conférence. Alors j'appelle Maître Julien Fouché. Merci Monsieur le Vice-président, merci Madame la Présidente. Je suis heureux de voir qu'il y a autant de monde dans cette association, c'est une vraie réussite. Bravo à vous. Moi, je suis un Européen convaincu et avec mon ami et confrère Jacques-Brice Monogui, Africain convaincu, nous avons monté l'Institut européen et de la francophonie au barreau de Bordeaux. Personne n'y croyait. Cette alliance entre l'Europe et l'Afrique, quel intérêt, mais je ne vois pas le lien. Et le lien, nous l'avons créé il y a peu de temps. Nous avons créé l'association pour l'unification du droit des affaires en Europe, l'AUDE. Et cette association a pour but en fait de promouvoir un code européen des affaires en s'inspirant de ce qu'a fait l'Afrique. C'est l'Afrique aujourd'hui qui va faire évoluer, avancer l'Europe. L'Europe est complètement paralysée au niveau économique et le but en fait est de s'inspirer de ce qui a marché en Afrique, l'OHADA, et qui est en train de marcher également dans les Caraïbes, l'OHADAC, pour le transposer dans l'Union européenne et créer donc ce code européen des affaires avec de multiples déclinaisons, le droit européen des assurances, des banques. Et pour ce faire, donc, cette association va porter le projet à Bruxelles en passant déjà de multiples partenariats. Nous avons un partenariat avec la région, le mouvement européen de la Gironde, et je crois que ça ouvre de belles perspectives. Nous avons le soutien en tout cas de plusieurs hommes politiques de poids. Je pense à Michel Barnier, Hollande, Lamassoure, et c'est un projet qui, je pense, est très porteur et a de l'avenir. Tout ça pour vous dire que c'est grâce à l'Afrique, c'est grâce aux liens que nous entretenons que nous pouvons avancer ensemble vers ce monde de droit et donc vers un développement économique. Je vous remercie.
voudrais juste ajouter qu'il est très modeste parce que les jeunes, nous sommes des jeunes avocats et c'est vrai que la jeunesse c'est partout. Hein. Aujourd'hui c'est la jeunesse, là nous sommes des jeunes avocats, le président est jeune, le président Essomba, donc la jeunesse c'est un peu partout et il a vraiment c'est le premier avocat à Bordeaux, hein, le premier avocat à Bordeaux à être allé plaider devant la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Sur ce, pour revenir à notre planification, en attendant le troisième intervenant qui est toujours très proche, mais qui ne saurait tarder pour la 4e fois, je vais ouvrir la séance des questions. Et dès qu'il sera là, nous allons mettre une pause aux questions selon l'importance ou non du débat qui sera à ce moment-là. Donc, les questions sont ouvertes au public. Quiconque a une question à poser, il suffit de lever la main et le micro sera donné. Merci. Bonsoir une fois de plus. Je m'appelle Samir Ahmed. On m'appelle mes frères français. Et mon nom même c'est Kamel. Bon, en fait, je veux poser la question au maître. J'aimerais savoir si un étudiant camerounais peut-être ouvre une société ou une entreprise ou une PME en France, avec ça il peut changer son statut. C'est-à-dire passer d'étudiant à salarié. Je pense que la question aussi peut être répondue par David, pas que par moi. Alors, le changement de statut en tant que chef d'entreprise, il est facile, mais il est soumis à des conditions. La seule condition qui compte pour la préfecture, c'est le caractère fiable du projet. C'est tout. Si vous avez des statuts, de l'argent déposé dans un compte bancaire, un expert comptable, un budget, des comptes prévisionnels, vous pouvez changer de statut. Mais très souvent, nous n'avons pas ça. Voilà. Donc le problème c'est ça. Comment un étudiant va aller voir une banque pour qu'il en parlait tout à l'heure, pour qu'il puisse lui faire le prêt, pour qu'il mette de l'argent sur un compte et tout ce qui va avec. Le moyen le plus facile que j'ai eu à défendre une fois pour un Tunisien, c'était l'auto-entrepreneur. Voilà. On peut tout à fait se mettre auto-entrepreneur chez soi, ça limite les frais, mais encore une fois, ce que la préfecture regardera, c'est la viabilité du projet. Donc ça s'appelle changer de statut sur le fondement du travail. Le travail, c'est être commerçant, donc il y a des cartes, il y a des autorisations, soit ou chef d'entrepreneur, et on peut tout à fait changer de statut comme ça en créant sa propre entreprise. Mais encore faudrait-il que le projet soit, il y a des formulaires à remplir à la préfecture sur le projet, les comptes provisionnels, la viabilité du projet, le bail commercial, bref, toutes les conditions pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un projet qui est sûr, qui est viable et pas simplement de la poudre aux yeux. Non, c'est tout à fait dans le même cadre que Maître est en train de dire. Parlons du changement de statut, je serais un peu prononcé là-dessus, mais par rapport à le projet, c'est nettement ce que j'ai dit. Et comme je dis toujours, le nœud du problème, c'est le financement en fait. Tu peux avoir même de l'argent, mais la banque te refuse le prêt. Parce qu'ils vont te poser la question à savoir où tu as pris cet argent, d'où tu sors avec autant d'argent. C'est un peu c'est très complexe en fait. Mais tout se passe au niveau de la banque en fait. Bonsoir à l'Assemblée et remercier les anciens qui ont fait le déplacement, mais aussi pas que les Camerounais, les autres personnes de différentes communautés, et aussi les Européens. Alors ma question s'adresse à David. En tant que trésorier de l'association, il y a beaucoup plus un visio de l'aspect financier de la chose. Étant donné que la première année, tu ne te versais pas de salaire, à toi ou bien aux autres partenaires avec lesquels tu travailles, comment ça se passait derrière, vu que tu n'avais pas de salaire? Je suppose que la société est mise à part de côté, avec quand même le loyer de la maison à payer, peut-être
manger aussi. Comment est-ce que tu faisais par rapport à tout ça? Merci. Oui, très bonne question. J'attendais même une question pareille. Franchement, ce que je vais dire, on ne se payait pas. Ça veut dire que quoi? On n'avait pas droit au loisir en fait. On ne pouvait pas aller, on pouvait pas s'amuser comme tous les autres jeunes de notre âge. Aller peut-être faire les supermarchés, acheter une chaussure. Mais par rapport au niveau du salaire, le salaire revenait à crédibilité, à donner plus de crédibilité au projet. Ça veut dire quoi? La plus-value qu'on avait, du moins qu'on a, on essayait plus ou moins de remettre au niveau de la banque pour donner encore plus de crédibilité au projet. La banque, bon voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une jeune entreprise, quand vous commencez, vous émettez un chèque à un fournisseur. Vous avez 30 jours. Là, c'est la loi. Vous avez 30 jours pour le payer. Mais il peut arriver qu'au bout de 15 jours, tu lui demandes de déposer le chèque. Et là, ça lui rend plus crédible. Il te dit, mais tiens, au départ, j'avais du mal à te faire confiance. Mais aujourd'hui, je te donne la marchandise de 3 000. Demain, tu lui passes une commande de pratiquement 6 000 du double. Il va te dire, si déjà en 3 000 tu m'as payé en 15 jours, je peux encore te faire confiance. Tout ça, y compris mon salaire dedans en fait. Ça veut dire que les bénéfices qu'on faisait, on injectait encore ce bénéfice dans le commerce pour pouvoir encore évoluer. On pouvait se dire, bon voilà, on a eu un bénéfice de 1 000 euros, on se paye chacun de 200 euros, on paye le loyer à 400 euros. C'est un exemple. Et bon voilà, on attendra et on verra au fil du temps comment la société, comment l'entreprise évoluera pour pouvoir... Mais si on continuait dans cette même lancée, ce qu'aujourd'hui on a fermé, ça nous a pris 1 an pour manger. Bon, on fait dans l'alimentaire, on mangeait le bâton et l'avocat. Ouais, on fait dans l'alimentaire, donc ça veut dire que pour manger... on avait les bâtons et l'avocat qui étaient à notre portée. C'est un sacrifice qu'on a fait et qu'on continue peut-être aujourd'hui, mais on ne mange plus le bâton avec l'avocat, on essaye de manger un peu ce qui semble le mieux pour l'instant en fait. Merci. Je vais compléter ce qu'il a dit parce que même en tant qu'avocat, nous sommes aujourd'hui des chefs d'entreprise en réalité. Et il y a une chose qui est importante. C'est to be bankable or not. Ça veut dire quoi? Une entreprise, quand elle veut un crédit, il faut faire du chiffre d'affaires. Le banquier, tout ce qu'il regarde, ce n'est pas le bénéfice. Peu importe que le bénéfice ne soit pas bon. Il va regarder le chiffre d'affaires. Est-ce que je peux financer cette personne en partant du principe qui fait de rentrer de l'argent? Tant que le compte tourne, ça marche. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'avocat, j'ai créé ma société d'avocats. Nous avions un découvert minimaliste, avec 500 euros. Parce que j'ai créé, comme lui, sèchement. C'est-à-dire, j'avais fait des économies quand j'étais collaborateur. J'ai créé ma société d'avocats sans crédit. Ça, j'en suis fier aujourd'hui. Depuis 2012, je me suis mis à mon compte avec une société d'avocats sans savoir comment ça se passait avec les charges, rien du tout. Donc, j'ai commencé avec un très petit découvert. L'année qui passait après, chiffre d'affaires augmentant, j'ai négocié mon découvert. J'ai passé tous les 6 mois à renégocier le découvert. Pourquoi? Parce que quand on est dans des activités commerciales ou libérales, quand on est chef d'entreprise, comme il disait, c'est le découvert qui compte. Ce n'est pas ce que vous avez sur le compte. Parce que si vous avez une rupture de trésorerie et que vous n'avez pas le découvert derrière, c'est la fin de tout. Donc, plus vous facturez, plus vous avez le découvert. Je connais des cabinets d'avocats qui sont 100 000 euros de découvert. Vous n'imaginez pas. Les sociétés françaises, en fait, l'économie française fait que on vit à crédit. Pourquoi? Quand vous commencez comme entrepreneur, l'URSSAF et le RSI par exemple, vous demandent des cotisations qui ne sont pas vos cotisations réelles, mais sur la base d'une imagination. On appelle le forfait. Ils ne peuvent jamais le calculer. On a contesté de toutes les façons possibles. Donc vous avez donc ce forfait qu'on vous applique, et l'année après, à N+2, on vous fait le rappel à N+2. Donc en général, si vous avez dépensé tout votre argent, N+2 dépôt de bilan. C'est pour ça qu'ils disaient, les gens ne le disent pas.
En France, on dit quand on passe à la 3e année, c'est que c'est bon. Parce qu'à N+3, vous avez fait N+2. Et donc, vous savez déjà ce que vous valez sur le marché. Vous avez déjà vos cotisations à peu près réelles. Mais c'est comme ça tout le temps. Ce que je travaille aujourd'hui, je paierai ça dans 2 ans. Donc, il faut des stratégies. Je suis chef d'entreprise, je me suis mis en cela, c'est une société. Donc, je suis imposé, je suis chargé, c'est-à-dire chargé, ça veut dire l'URSSAF, les cotisations sociales. Je suis chargé sur ce que je me verse comme rémunération. Mais en tant que chef d'entreprise, j'ai un compte courant. Comment je joins mon compte courant et ma rémunération pour qu'elle ne soit pas trop haute? Voilà le calcul d'un jeune chef d'entreprise. Si je me verse 4 000 euros, je suis mort. Je vais payer 50% de charges sur mes 4 000 euros. Et après, je vais payer l'impôt sur le revenu sur les 4 000 euros. Un tiers. Faites 50% de 4 000 plus un tiers sur 4 000. Donc je suis mort. Donc il faut absolument que j'arrive à jouer pour que ma rémunération dans les premières années, même si j'ai un chiffre d'affaires qui monte, ne soit pas trop haute. Pour que je puisse pas payer trop de charges et continuer à avancer. C'est très important. Donc, ce qui compte, c'est de faire un bon chiffre d'affaires, donc c'est de travailler beaucoup, pour que le banquier voit que l'argent rentre, parce que c'est ce qu'il regarde, hein. Est-ce que le compte bancaire, l'argent rentre souvent dans ce compte bancaire ou pas? Donc, comme ça rentre, même si je peux lui faire confiance et augmenter son découvert, parce que ça vous rend aussi plus libre. Vous savez que même s'il y a une tension de trésorerie, ce n'est pas la fin de tout. Mais s'il y a une tension et que vous savez que vous n'avez pas de filet derrière, vous craquez, en fait. Voilà, ça c'est très important. Nous sommes une société, il faut être bankable. Ne rêvez pas que vous pourrez économiser 100 000 euros pour acheter une maison. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, en Australie, nous sommes dans l'économie de la finance. Ce qui compte, c'est d'être crédible vis-à-vis de la banque. Vous avez un bon banquier, il fera tous les crédits. Vous n'avez pas un bon banquier, tant pis pour vous. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Galina, je suis en première année de gestion des entreprises et d'administration. Alors ma question était pour David. Étant passé par là, ayant fait le chemin jusqu'ici, est-ce que tu conseillerais aux jeunes de monter sa propre boîte et pour pas faire aussi dans le même domaine que toi? Merci de la question. Je dirais d'abord, toute entreprise qu'on voit aujourd'hui, en fait, toutes les grosses sociétés qu'on regarde les Auchan et tout ça, ils ont commencé étant jeunes. Et ça serait pour moi un plaisir de dire à un jeune aujourd'hui, vas-y, lance-toi. On a ce qu'on appelle aujourd'hui une grosse crédibilité au niveau de la banque quand un projet est porteur. Et voilà, par rapport à ça, ce que je dis, c'est que s'il y a réellement, si j'ai mon petit frère, moi, qui vraiment aimerait se lancer dans ce genre de métier, je lui dirais, vas-y, mais sois tellement